ne mettait pas véritablement face à des difficultés ou des contradictions, parce que c'était très gentillé, et ce n'était pas dans les conditions du direct d'ailleurs. Il y a eu quelques coupes, ce qui est quand même, de mon point de vue, assez inédit, qu'on n'ait pas directement la parole du président de la République. Bon, sur le fond, de gentilles intentions, de la communication, on y est habitué, mais la réalité, c'est qu'on se demande ce que peut bien faire Emmanuel Macron, puisque de toute façon, il n'a pas les manettes. Il prévient, il dit une amélioration, notamment de l'emploi, dans les 2 ans. Vous le croyez ou pas? On a entendu cela sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande et maintenant sous Macron. C'est toujours dans 2 ans, dans 2 ans, dans 2 ans. En tout cas, pendant ce temps, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, le chômage a augmenté de quasiment 80 000, encore, supplémentaires. Et on est à plus de 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, ce qui est quand même monumental. Il a un bilan déjà européen, parce qu'il a beaucoup parlé de ces questions internationales, des questions européennes. Le glyphosate et le travail détaché. 2 échecs. 2 échecs. Pourquoi? Parce qu'il ne décide pas. Nous sommes dans un pays où le président de la République ne peut même pas interdire un simple herbicide. Alors ne lui demandez pas de régler le problème des 6 millions de chômeurs ou du terrorisme islamiste, de la crise migratoire ou des inégalités, puisqu'il n'a pas les manettes. Sur l'international, il dit quand même la guerre sera gagnée en Syrie fin février et Bachar el-Assad, on verra dans un 2e temps. Vous approuvez cette politique? Oui, ça c'est plus sage. Ça c'est plus sage que ce qu'on a connu pendant des années. Bien sûr, la priorité des priorités, c'est le terrorisme islamiste, c'est donc Daesh et tous les groupes djihadistes, il n'y a pas que Daesh, tout ce qui est lié aussi à Al-Qaïda et autres. Et il faut y mettre le paquet, ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il faut mettre le paquet sur l'investissement pour l'armée française. Et non pas aller vers l'utopie malsaine et dangereuse d'une armée européenne qui aurait des intérêts contradictoires et qu'on ne maîtriserait plus. Moi, je ne veux pas laisser une armée aux mains de la Commission de Bruxelles, si vous voulez. Une armée française haut niveau pour avoir une diplomatie efficace et pour le reste, un pays qui décide de son avenir. Ce qui est contradictoire avec notre appartenance à l'Union européenne. Je veux bien que les Français comprennent cela. C'est contradictoire. On ne peut faire que de la communication, alors déambulante ou pas, comme on l'a vu hier, de gentils mots, de gentilles intentions, mais on ne peut pas agir concrètement sur l'industrie, sur l'économie, sur le terrorisme et tout le reste, si on n'a pas les manettes pour décider. C'est pas tout à fait ce que disent les Français, parce que quand on regarde l'opinion, on voit que les Français lui donnent quand même quitus et lui donnent une confiance incroyable et un regain de confiance après 6 mois au pouvoir. Et il bénéficie de 2 choses. D'abord, il n'est pas mauvais communicant, ça il faut le laisser à son crédit. Deuxièmement, je pense que les Français sont encore, vous savez, un peu assommés. On a vécu une séquence électorale longue et pénible, les primaires, puis la présidentielle, puis les législatives. Et nous, on le voit bien d'ailleurs quand on discute avec tout le monde, les gens en ont un peu marre pour l'instant. Avec des oppositions inaudibles, que ce soit la France Insoumise, que ce soit LR, que ce soit le Front National, ce sont des gens qui sont maintenant des espèces de soupes, on comprend plus ce qu'ils veulent. Ils ont renoncé pour beaucoup à leurs convictions, avec souvent des programmes assez proches finalement, puisqu'ils veulent réformer de l'intérieur l'Union européenne. Enfin, tout cela est infaisable. Résultat, ils ne sont pas clairs. Vous voyez, moi, quand je vois par exemple qu'on augmente très très peu le SMIC, pas de coup de pouce, 1,24%. Et donc on aura un SMIC net à 1170, 1180 euros. C'est dérisoire. Il faudrait une grande politique salariale en France. Et ce ne serait pas contre les entreprises, puisque mettre plus de pouvoir d'achat, c'est mettre plus de commandes publiques, plus de clients, et donc ça serait relancer l'entreprise française, surtout si on met en place à côté le patriotisme économique. Il faut avoir un discours clair, on doit augmenter le SMIC et les salaires et les petites retraites en France, mais il faut le faire véritablement. Et cela, je crois que si les Français entendent une alternative aussi claire que celle-ci, y compris sur l'Union européenne, on ne peut que la quitter. On ne peut que la quitter si on veut être efficace, si on veut redonner un sens à la politique et à la démocratie, alors je crois que ça redonnera envie aux Français de s'intéresser à tout cela. Puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, juste une question sur son déplacement privé à Chambord ce week-end. Est-ce que vous avez été choqué? Non, et je n'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire des polémiques, une polémique inutile. Je ne crois pas qu'on ait à faire de polémique sur tout. À la limite, la seule chose qui pourrait nous choquer, c'est que on a un gouvernement et un président de la République, après d'autres, qui ne s'intéressent pas assez au patrimoine français dans le sens régalien. Pas à titre privé, mais dans le sens où ils doivent intervenir. Je sais que par exemple Notre-Dame de Paris est menacée parce qu'il manque de l'argent, alors que c'est quand même une des merveilles de la France. Donc là, intervenir beaucoup plus massivement. Vous savez, aux Patriotes, on a lancé les dimanches du patrimoine, où tous les dimanches, on propose à nos adhérents de redécouvrir le patrimoine local et national de la France. Mais pour le reste, c'était à titre privé, sur ses deniers privés, dans un gîte à côté. Bon, enfin, il n'y a pas besoin de faire une polémique. Il y a tellement de choses à dire déjà sur la politique du gouvernement. Alors on n'a pas besoin de faire des polémiques on inutiles. va parler de la politique immigration du gouvernement. Un texte est en préparation pour 2018 et c'est Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui en parle ce matin. Lorsque, par exemple... Le discours du ministre de l'Intérieur? On l'a entendu aussi de nombreuses fois. Vous n'avez pas envie de le croire? Je me souviens de ce genre de discours, notamment
de tous les ministères, tous les ministres de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy qui tenaient ce discours-là déjà à l'époque. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? À cause de l'OFPRA? Parce que nous n'avons pas de frontières. Nous n'avons pas de frontières et nous sommes dans Schengen. Donc, il y a 1,5 million de migrants qui sont arrivés en Allemagne. Au bout de 3 mois, ces migrants peuvent aller où ils veulent dans l'espace Schengen. Donc, notamment en France, qui est juste à côté. On ne peut pas le faire. Il faut avoir des frontières nationales. Deuxième condition, parce que ça n'est pas suffisant, il faut qu'on ait une maîtrise de notre politique migratoire. Parce que là, voilà, c'est ça, on ne peut pas traiter les demandes et expulser si on ne remplit pas les demandes. Bien sûr. On peut la faire, cette politique migratoire. Même au-delà de ça, quand le migrant, ou aidé par une association d'aide à l'immigration, va faire appel devant le juge européen, Union européenne, ou devant la CEDH, il gagnera la plupart du temps parce qu'il y a un grand laxisme. Donc en réalité, ça c'est le non-dit aux Français. On ne maîtrise même pas non plus notre politique d'immigration. On ne peut pas le faire. Voilà. Par ailleurs, il faut avoir une politique aussi dans les pays d'origine. Mais la seule solution là pour vous, c'est la fermeture des frontières. C'est pas la fermeture, c'est déjà d'avoir des frontières et d'avoir une maîtrise souveraine de notre politique d'immigration qui ne doit pas être dans les mains là aussi de l'Union européenne ou des instances internationales. Mais est-ce que la France doit rester terre d'asile? La France est terre d'asile de toute façon, puisque nous ne proposons pas de supprimer l'asile. Donc il faut continuer à accueillir des réfugiés politiques ou des réfugiés politiques menacés dans leur vie, pour leur engagement politique. Ça, c'est la définition de l'asile. Mais là, on a débordé très largement ce cadre-là. On est beaucoup dans une immigration économique. Mais vous savez, moi, je ne blâme pas les migrants. Je pense que cette immigration massive, c'est un drame pour tout le monde. C'est un drame pour les personnes qui doivent les accueillir ici, qui n'ont pas forcément dit oui à cela, commerçants, riverains. Bon. Et c'est un drame pour eux, parce que c'est jamais un plaisir de quitter son pays. Donc nous avons aussi une responsabilité avec les pays africains, avec les pays du Moyen-Orient, de restabiliser les zones et les zones qui sont en désastre économique ou en désastre politique. Je prends un exemple très simple, c'est la Libye. En 2011, une intervention militaire a eu lieu. Moi, j'étais contre cette intervention militaire. Mais il se trouve qu'elle a eu lieu sous Sarkozy. Elle a détruit ce pays. Déjà, ça a mis les djihadistes au pouvoir, donc les Libyens n'y sont pas gagnants. Et ensuite, ça a déverrouillé l'immigration massive et les mafias, les mafias qui les contrôlent vers l'Europe et vers la France. Donc nous devons restabiliser la zone. Et on doit le faire avec les puissances régionales comme l'Égypte. On doit aider aussi au développement de l'Afrique parce qu'on sait que l'essentiel de l'immigration viendra de l'Afrique qui est en explosion démographique. On doit le faire sur des projets extrêmement précis, l'électrification et d'autres sujets. Mais il faut être responsable sur ce sujet-là, sinon on dit n'importe quoi aux gens. Il y a des partis qui hurlent, on va arrêter l'immigration. Sauf qu'aujourd'hui... Sauf qu'ils ne disent pas, ils disent en même temps qu'ils veulent rester dans l'Union européenne. C'est contradictoire, que ce soit le Front National ou d'autres, c'est contradictoire. Sauf qu'aujourd'hui, ces migrants, ils sont là. Dans l'Union européenne. Et il y a eu une tribune dans Le Monde hier où 6 maires de grandes villes, dont Martine Aubry et Alain Juppé, dénoncent le manque de moyens des maires dans l'accueil des migrants. Est-ce qu'il faut leur donner plus de moyens maintenant que ces migrants sont là? Mais s'il faut traiter dignement les gens, bien sûr, mais à condition que nous ayons une perspective de faire autrement, pas simplement de toujours en accueillir davantage, parce que de toute façon, nous n'aurons pas les moyens. S'il y en a toujours plus, de toute façon, les maires pourront être étranglés, l'État aussi, nous n'aurons pas les moyens. Mais dans l'immédiat, il faut augmenter les hébergements d'urgence, il faut les accueillir. Le but, c'est qu'il n'y ait personne dans la rue, y compris d'ailleurs ceux qui sont dans la rue depuis très longtemps et qui sont français. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Ça, c'est de l'urgence absolue, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on continue d'accueillir tout le temps des gens, et on ne sait même pas combien, parce qu'il y en a aussi en situation clandestine, ou est-ce qu'on a une politique responsable en Afrique, au Moyen-Orient, et ici, en retrouvant notre souveraineté nationale et nos frontières nationales? C'est ça la vraie question. Mais cette politique-là, elle ne doit pas être européenne, justement, en dehors de nos frontières. Dans 3 ans, vous me direz la même chose, on en a encore accueilli de nouveaux, est-ce qu'il faut... Enfin, c'est sans fin. Mais est-ce que la France peut agir seule en Libye ou dans les autres pays africains? Est-ce que ça ne doit pas justement être une politique européenne? Mais je vous ai dit, en partenariat avec ceux qui savent... Pourquoi forcément toujours l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on a besoin de coopérer toujours avec les 27 même, ou 28 ou 27 mêmes pays? 28. Ça n'a pas forcément de sens. Il y a des pays qui ne sont pas impliqués là-bas. Je ne suis pas sûr que l'Estonie et d'autres aient des intérêts extraordinaires en Afrique. Alors que nous devons agir avec les puissances concernées, les puissances du Moyen-Orient, l'Égypte, vous voyez. Donc c'est pas forcément le cadre adéquat, c'est pas forcément l'Union européenne. C'est d'avoir une politique agile et souple. Moi, je suis favorable à la politique des coopérations entre les nations, mais pas la politique supranationale parce que je pense qu'elle nous rend moins efficaces. En Autriche, est-ce que vous êtes heureux de la position du FPO? De là Du FPO, 3 ministres régaliens qui entrent au gouvernement. Ça ne changera strictement rien. Ah bon? Non, c'est un parti qui est complètement devenu européiste et favorable au CETA, favorable à l'Union européenne. Non, je pense que tous ceux qui sont des illusions là-dessus vont être très vite déçus. Non, ça changera strictement rien. L'extrême droite n'arrive pas au pouvoir en Autriche? Moi déjà, j'ai pas de joie à voir l'extrême droite parce que je ne me sens pas du tout d'extrême droite. Et les patriotes appellent
à réunir les meilleurs de la droite et de la gauche. Et on Marine Le Pen s'est réjouie hier de cette arrivée. Ouais. Mais très bien. Mais Marine Le Pen aussi a renoncé à combattre l'Union européenne. Donc je comprends qu'elle soit d'accord maintenant avec des partis qui sont simplement dans une espèce de discours anti-immigration, mais sans efficacité derrière et très européiste. Donc, ouais. Moi, je ne suis pas là-dessus. Je pense qu'il faut une politique efficace. Et une politique efficace, c'est d'avoir des mouvements patriotes qui arrivent au pouvoir. Voilà. Et pour qu'on arrive au pouvoir, on doit s'adresser à tout le monde, qu'on vienne de la droite, qu'on vienne de la gauche, dans un esprit très républicain.